Le 26 juin 1937, Jean-Jacques est dans son bain. La baignoire dans laquelle il s'est plongé avec délice est vantée dans le catalogue du matériel éducatif publié chaque année par son grand-père, Fernand Nathan. Car avant d'éditer des livres, l'inventif et talentueux Fernand Nathan a fabriqué et vendu du matériel pour la classe. Cartes murales, pupitres et bons points. Fernand Nathan a 23 ans lorsqu'il décide de créer sa propre entreprise. Écoutons-le. Nous étions en 1881. Des lois nouvelles sur l'enseignement viennent d'être promulguées. L'occasion n'est-elle pas unique d'établir de nouveaux livres conformes à l'esprit des programmes récemment parus, et nous voilà lancés sur cette idée. Très vite, une petite équipe d'auteurs se regroupe autour du jeune homme. En 1882 paraît l'Instruction morale et civique de Jules Steg, qui est immédiatement mise à l'index. Cela marque les débuts de la guerre des manuels qui oppose éditeurs cléricaux et laïcs. Fernand Nathan est un éditeur engagé, défenseur de la laïcité, du progrès humaniste et de l'éducation nouvelle. En 1892, le premier manuel d'histoire d'Amand et Coutan marque le début des succès éditoriaux. Par son jupon la femme, froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'homme, froufrou. Jusqu'en 1919, Fernand Nathan reste un petit éditeur qui emploie selon les périodes entre 4 et 10 personnes. Mais à partir des années 20, les effectifs ne cesseront de croître pour atteindre rapidement plus de 50 personnes dans l'entre-deux-guerres. Le succès est là avec des ouvrages d'arithmétique, d'instruction civique, d'histoire et des méthodes de lecture. Fernand Nathan renouvelle l'édition des manuels, rajeunit les maquettes, inscrit ses ouvrages dans leur temps en tenant compte de l'actualité. Il cherche une proximité avec les instituteurs et les professeurs et lance dans ce but plusieurs revues pédagogiques. En 1924, Pierre Nathan rejoint son père et lance des collections de littérature pour la jeunesse, dont la collection des contes et légendes qui accueillera de grands auteurs et de grands illustrateurs. Comme ces objets sont beaux, comme ces livres sont très attachants, on se les transmet de génération en génération. Ça fait comme un fonds de bibliothèque, mais un fonds de bibliothèque particulièrement familial et affectif. Et puis c'est surtout l'accès, quand on est jeune, à des textes qui pourraient... Je pense aux contes et légendes tirés de l'Énéide, par exemple. Bon, on n'a pas, quand on est un gamin, on n'a pas immédiatement accès à Virgile. Et bien là, avec ce livre, avec ces livres, et bien d'une certaine façon, on y a accès. Ça permet de rentrer dans cet univers historique, mais surtout, ça permet d'entrer en littérature, ce qui est pour moi importantissime. Le 24 juin 1941, Marcel Coué, représentant auprès des libraires et des enseignants pour le compte de la Maison Nathan, est dans un train qui le conduit à Toulouse. Des soldats allemands entrent dans le compartiment et lui demandent son laissez-passer. On peut y lire « Maison Fernand Nathan, entreprise juive, commissaire gérant à rien ». Malgré sa mise sous tutelle, la librairie Fernand Nathan reste en activité tout au long de la guerre grâce à la solidarité de la profession. Dès la Libération, la maison exporte ses manuels dans tous les pays d'expression française. Elle crée des collections Nathan Afrique et Nathan Madagascar. Elle produit des livres pour la Polynésie, les Antilles et la Nouvelle-Calédonie. Toujours aussi créatif, Pierre Nathan, qui a succédé à son père, est rejoint par son fils Jean-Jacques. En 1950, les premiers cahiers de vacances sont mis sur le marché. Montrons les canards. Là, et le bébé du canard, le canton. Les jeux éducatifs Nathan, quant à eux, élargissent leur public bien au-delà des écoles. Présentés de façon attrayante, ils sont peu à peu vendus dans les grands magasins, chez les libraires et dans les magasins spécialisés. Ils bénéficient de la publicité à la télévision. Comme tous les jeux éducatifs Nathan, Richesse du monde met le monde à la portée de vos enfants.
les livres de jeunesse Nathan prennent un essor spectaculaire. Les manuels scolaires se modernisent et changent complètement de présentation. En 1979, les éditions Nathan sont intégrées dans un grand groupe et cessent d'être une maison familiale. Jean-Jacques Nathan continuera à les diriger jusqu'en 1987. Dans les années 90, l'esprit d'anticipation et d'innovation anime toujours la maison. Elle développe les premiers jeux électroniques intelligents. Bravo! Ordi Baby, à chaque âge, il y a un ordi. Ordi Mini, c'est un nouvel ordinateur qui parle. Bonjour, Big Chat. Et voir en même temps. Ordi Lecture, c'est nouveau. Ordi Lecture, c'est l'expérience pédagogique de Nathan. Voilà, bonne nuit. L'oiseau. Ordi Lecture, faites craquer vos enfants pour la lecture. En 2000, c'est le lancement du cartable électronique. En 2004, Nathan, en partenariat avec Klett, décide de relever le défi d'un manuel d'histoire franco-allemand. En 2008, c'est le début de l'édition numérique. En 2010, la réalité augmentée. En 2012, les manuels numériques enrichis, les sites de lecteurs et le lancement de Dokeo TV. Pour conclure le récit de cette belle aventure, dont vous êtes aujourd'hui les acteurs, laissons parler Fernand Nathan. Nous souhaitons que nos successeurs apportent pour cette œuvre la même tendresse. Nous dirons aussi le même amour, sans lesquels on ne peut bâtir quelque chose de sérieux. Voilà ce dont ne se doutent pas les milliers de lecteurs qui, pour quelques francs, achètent un livre. Ils ne se rendent pas compte des 1000 traverses que subit le manuscrit, depuis qu'il a été pensé par l'auteur, jusqu'au moment où, devenu volume, il sort de chez l'éditeur. Puissions-nous y faire réfléchir. Les quelques pages de l'ouvrage que vous lisez, et dont vous tournez négligemment les feuillets, ont coûté des veilles, des peines, ont demandé à nombre de personnes des connaissances générales et une aptitude particulière dont l'étendue est considérable.